Bonjour, chers élèves. Notre cours d'aujourd'hui s'intitule les différents types de propositions. Alors, une proposition est un groupe de mots contenant un verbe conjugué à l'intérieur. Donc, si c'est un groupe de mots contenant un verbe conjugué à l'intérieur, on va l'appeler une phrase. Donc, une phrase est une proposition. Ainsi, pour faire l'analyse logique, il nous faut avoir une phrase complexe. Dans une phrase complexe, on aura forcément des phrases simples. Donc, pour mieux comprendre, on appelle phrase simple une phrase qui contient un seul verbe conjugué. Je donne un exemple. Les élèves sortent en récréation. Alors, dans cette phrase, il y a un seul verbe. Je l'encadre. Donc, puisqu'il y a un seul verbe conjugué dans cette phrase est une phrase simple. Je peux mettre la cloche sonne. On a un seul verbe ici. Donc, cette phrase-là est une phrase simple. Donc, on retient une phrase simple est une phrase qui contient un seul verbe conjugué. Maintenant, la phrase complexe. Si je réunis les deux phrases-là en une seule phrase, j'obtiens la cloche sonne, point virgule, les élèves sortent en récréation. Dans cette phrase-là, on a deux verbes, sonner et sortir. Donc, puisqu'il y a deux verbes, cette phrase devient une phrase complexe. Donc, c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que dans une phrase complexe, on a des phrases simples. Donc, la phrase complexe contient plusieurs verbes conjugués. La phrase simple contient un seul verbe conjugué. Donc, à l'intérieur d'une phrase complexe, on a des phrases simples. Mais maintenant, en analyse logique, on ne va pas les appeler phrases, on va les appeler des propositions. Alors, il existe différents types de propositions. Il y a ce qu'on appelle la proposition indépendante. Ensuite, on a la proposition principale. Ensuite, on a la proposition subordonnée. Une proposition indépendante. Si on revient sur la phrase précédente, la cloche sonne, les élèves sortent en récréation. La première phrase a un sens complet à elle seule. La deuxième phrase, la deuxième proposition a un sens complet également à elle seule. La première n'a pas besoin de celle-là pour se compléter. La deuxième également n'a pas besoin de la première proposition pour se compléter. Chacune d'entre elles a un sens complet. C'est ça qu'on appelle une proposition indépendante. Donc la définition. Une proposition est appelée proposition indépendante quand elle a un sens complet à elle seule, virgule, elle ne dépend d'aucune proposition et aucune proposition ne dépend d'elle. Donc voilà la définition d'une phrase, d'une proposition indépendante. Elle a un sens complet à elle seule, elle ne dépend d'aucune proposition et aucune autre proposition ne dépend d'elle. Si on essaie de voir les caractéristiques de la proposition en se référant sur la première phrase, la cloche sonne, la phrase a un sens complet à elle seule, elle ne dépend pas de l'autre et l'autre ne dépend pas d'elle. Elle est complètement indépendante, elle est complètement libre. On l'appelle proposition indépendante. Maintenant, dans la proposition indépendante, on va parler de la juxtaposition et de la coordination. Quand deux propositions sont séparées par des signes de ponctuation, signe de ponctuation.
exemple, virgule ou point virgule ou deux points, on dit que ces deux propositions-là sont juxtaposées. Donc, la première phrase qu'on a ici toujours, la cloche sonne. Je mets l'exemple. La cloche sonne, point virgule. Les élèves sortent en récréation. Les deux propositions sont séparées par point virgule. Ce qui veut dire que donc les deux propositions sont juxtaposées. Elles sont indépendantes, juxtaposées. À la place des signes de ponctuation, on peut mettre autre chose. La cloche sonne. Je peux mettre donc les élèves sortent en récréation. Donc, c'est une conjonction de coordination. Donc, quand deux propositions indépendantes sont séparées par des conjonctions de coordination, ou bien par une conjonction de coordination, les deux propositions deviennent coordonnées. Donc, on parle de coordination quand deux propositions indépendantes sont séparées par des conjonctions de coordination. Et les conjonctions de coordination, on les connaît tous, c'est mais, M-A-I-S, ou, sans accent, et, du moins, E-T, donc, D-O-N-C, or, O-R, ni, N-I, et le car. Ou bien par des adverbes de liaison. Les adverbes de liaison, c'est alors, ainsi, puis, ensuite, cependant, néanmoins. Il y en a d'autres quoi. Donc voilà, en grosso modo, quand on parle de propositions subordonnées coordonnées, ces deux propositions sont séparées soit par des conjonctions de coordination, soit par des adverbes de liaison. Voilà en ce qui concerne la proposition indépendante. La proposition principale, elle pouvait être une indépendante, mais à la différence avec l'indépendante, elle a un sens complet à elle seule. Elle ne dépend pas des autres, mais c'est les autres qui dépendent d'elle. Donc la définition, sens complet, elle a un sens complet à elle seule. Ça c'est première remarque. Elle ne dépend d'aucune proposition. Elle ne dépend d'aucune proposition. Jusqu'ici, ce sont les mêmes caractéristiques que la proposition indépendante, mais la différence entre principale et indépendante, c'est que les autres dépendent d'elle. Voilà. Donc, elle a un sens complet à elle seule. Elle ne dépend d'aucune proposition, mais c'est les autres qui dépendent d'elle. Et ces autres-là qui dépendent de la proposition principale, on les appelle des propositions subordonnées. C'est pour cela qu'il n'y a jamais de principale sans subordonnée. Quand vous dites une phrase est proposition principale, c'est parce que les autres ou bien l'autre est une subordonnée. Donc on ne parle jamais de subordonnée sans proposition principale. On ne peut pas parler de, dans une même phrase complexe, avoir une indépendante et une principale, ça n'existe pas. Si une proposition est principale, vous êtes sûr que la proposition est principale, l'autre devient forcément une proposition subordonnée. Ou bien vous analysez, vous trouvez que cette proposition-là, elle est subordonnée, ce qui veut dire que donc, il y a une forcément dans la phrase qui deviendra la proposition principale. Donc les deux sont inséparables. Proposition principale, parce qu'elle a un sens complet, elle ne dépend pas des autres, c'est les autres qui dépendent. Et les autres qui dépendent de la proposition principale, ce sont les propositions subordonnées. Bien. Maintenant, la proposition subordonnée. Proposition, parce que c'est une phrase qui contient un verbe conjugué. Subordonnée, c'est parce qu'elle dépend entièrement d'une autre proposition qu'on appelle la proposition principale. Donc, on peut dire elle dépend d'une proposition principale. Voilà. Toute proposition subordonnée dépend entièrement d'une proposition principale. Alors, il y a trois types de subordonnées. Il y a ce qu'on appelle la subordonnée relative,
il y a la subordonnée conjonctive qu'on appelle la complétive et il y a les subordonnées conjonctives qu'on appelle les circonstancielles. Donc il y a deux grandes parties, la proposition subordonnée à part, relatif à part, la proposition subordonnée conjonctive à part. Et dans la conjonctive, il y a la complétive et il y a les autres qu'on appelle les circonstancielles. Donc une proposition subordonnée relative, alors elle commence toujours par un pronom relatif. Et ces pronoms relatifs là, c'est qui, que, Q apostrophe, dont avec D-O-N-T, comment on l'appelle, quoi, ou avec accent, à ne pas confondre avec le ou qui est conjonction de coordination, n'est-ce pas, quiconque, lequel, et ses dérivés. Ça veut dire que tous les mots dérivés de lequel, laquelle, desquels, auquel, duquel, écrit en genre et en nom masculin, féminin, singulier ou pluriel, ça dépend tout simplement. Donc, si je dois donner un exemple, je peux mettre, n'est-ce pas, j'ai acheté le livre que le maître a demandé. Point. Il y a deux verbes, acheter, et il y a le verbe demander. Donc on a deux propositions. Ces deux propositions-là, deux verbes me montrent qu'il y a deux propositions. Le que qui est là, c'est un pronom relatif. Il a pour antécédent le mot livre, n'est-ce pas? Donc ici, je peux séparer la phrase là et dire que cette partie de la phrase, c'est une proposition subordonnée relative. Donc la définition, une proposition subordonnée relative commence toujours par un pronom relatif. Et ce pronom relatif-là est toujours placé après son antécédent. Donc si on analyse, on écrit proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif que, et la fonction, c'est complément de son antécédent. L'antécédent livre. Complément de son antécédent livre. Voilà comment on analyse une proposition subordonnée relative. Maintenant, la proposition subordonnée conjonctive. Si la proposition subordonnée relative commence par des pronoms relatifs, qui, que, Q apostrophe, dont, quoi, ou, quiconque, etc. La subordonnée conjonctive complétive, elle ne commence que par un seul mot, c'est le que. Elle commence par que. Ce que-là est différent du que pronom relatif. Cela veut dire que a deux natures. On a un que qui peut être pronom relatif et on a un que qui peut être conjonction de subordination. Quand que est un pronom relatif, c'est parce qu'il remplace. Il remplace et il est placé après son antécédent. En parenthèse, et l'antécédent c'est toujours un nom. Quand que est conjonction de subordination, là il est placé devant un verbe. Donc il n'a pas d'antécédent. Je donne un exemple. J'écris je pense que j'irai à Dakar. Le que vous voyez ici, il est placé tout juste devant le verbe penser. Donc il est relatif à un verbe, ce qui veut dire que donc ce que-là est une conjonction de subordination. Et si c'est une conjonction de subordination, la phrase là, que j'irai à Dakar, devient une proposition subordonnée conjonctive complétive. Donc pour l'analyser, on dira introduite par la conjonction de subordination que, et la fonction en général c'est COD du verbe de la
proposition principale. Ce qui veut dire que donc, si on récapitule, la proposition subordonnée conjonctive complétive commence toujours par un que. Ce que-là est différent du que qui est pronom relatif et qui introduit une proposition subordonnée relative. Que, placé après tout un verbe, devient une conjonction de subordination parce qu'il n'a pas d'antécédent, il ne remplace rien. C'est ce que-là qui introduit une proposition subordonnée conjonctive complétive. Donc ce que, conjonction de subordination, qui introduit la proposition subordonnée conjonctive complétive, cette conjonctive complétive-là aura pour fonction COD du verbe de la proposition principale. Donc la subordonnée relative a pour fonction complément de son antécédent. La proposition subordonnée conjonctive complétive a pour fonction COD du verbe de la proposition principale. Et le dernier, la proposition subordonnée conjonctive. Alors, on les appelle les circonstancielles parce qu'elles ont pour fonction complément circonstanciel. Et il y en a 7. Quand on parle de proposition subordonnée conjonctive, il y a 7 fonctions possibles. On peut avoir une proposition subordonnée conjonctive ayant pour fonction complément circonstanciel de temps, ayant pour fonction complément circonstanciel de cause, ayant pour fonction complément circonstanciel de conséquence, ayant pour fonction complément circonstanciel de condition, ayant pour fonction complément circonstanciel de but, ayant pour fonction complément circonstanciel de comparaison, ayant pour fonction complément circonstanciel de concession. Voilà. Donc, ou bien on l'appelle également opposition, complément circonstanciel d'opposition. C'est la même appellation, quoi. Voilà. Donc, quand on parle de proposition subordonnée conjonctive, qui a pour fonction complément circonstanciel, la fonction complément circonstanciel intéresse tout simplement le temps, la cause, la conséquence, la condition, le but, la comparaison, l'opposition. Je donne un exemple. J'écris par exemple les élèves sortent quand la cloche sonne. Le quand que vous voyez ici est une conjonction de subordination qui exprime le temps. Donc la phrase « quand la cloche sonne » devient une proposition subordonnée conjonctive introduite par la conjonction de subordination « quand » et la fonction c'est complément circonstanciel de temps. Je peux le changer. Je peux mettre les élèves sortent parce que la cloche sonne. Parce que est une locution conjonctive de subordination. Donc la phrase qui commence par « parce que la cloche sonne » devient une proposition subordonnée conjonctive, fonction, complément, circonstanciel de cause. Donc on peut créer d'autres phrases et vous verrez, n'est-ce pas, que la fonction complément circonstanciel, on l'appelle seulement proposition subordonnée conjonctive, la fonction c'est toujours complément circonstanciel et ça s'arrête à ces 7 compléments circonstanciels là. Si la proposition est complément circonstanciel, forcément si c'est pas temps, c'est cause ou conséquence ou condition ou but ou comparaison ou opposition. Si vous n'entendez pas, si vous n'avez pas entendu ici une autre fonction, c'est parce que la fonction là n'existe pas quand il s'agit de différents types de propositions subordonnées conjonctives. Alors, grosso modo, il existe 3 types de propositions. La proposition indépendante, la proposition principale, la proposition subordonnée. L'analyse logique consiste à relever le nombre de verbes dans une phrase complexe et en fonction du nombre de verbes, on peut déterminer le nombre de propositions dans la phrase, c'est-à-dire le nombre de phrases simples dans la phrase complexe. S'il y a 5 verbes conjugués, il y aura 5 propositions. S'il y a 2 verbes, il y aura 2 propositions. Et en fonction des différents types de propositions et de ce qui les lie dans la phrase simple, on peut déterminer s'il s'agit d'une proposition indépendante à travers les caractéristiques, s'il s'agit d'une proposition principale,
s'il s'agit d'une proposition subordonnée. Voilà en ce qui concerne les différents types de propositions. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre leçon concernant l'analyse grammaticale ou l'analyse logique. Merci, bonne compréhension.